Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe Actualité. Une émission politique spéciale en lien avec l'actualité. Les observateurs et les passionnés de la vie politique avaient fait des spéculations qui paraissaient jusqu'ici évidentes concernant les éventuelles gagnantes de ces élections européennes. Néanmoins, beaucoup ne s'attendaient pas à la décision, on va dire brutale, du président de la République française de dissoudre l'Assemblée nationale. Plusieurs qualificatifs ont animé les débats, informels ou formels. Alors, je vais vous en citer quelques-uns. Coup de poker, folie, stratégie dangereuse, et j'en passe. Qu'en pensent nos invités en plateau et surtout, quel sera l'impact sur la population puisque les prochaines élections législatives, des législatives anticipées, se dérouleront selon un calendrier déjà défini par le président Emmanuel Macron, c'est-à-dire les 30 juin et 7 juillet 2024. Avec moi en plateau, 4 invités. Tout d'abord, Rodi Tolassi, fraîchement élu eurodéputé. Nous avons à ses côtés Max Mathiazin, qui a été le député de la 3e circonscription. Le député de la 3e circonscription. Nous avons Olivier Servat, lui aussi, député de la 1re circonscription. Et puis, Olivier Nicolas, on va dire, qui est le leader aujourd'hui, en tout cas présenté comme leader du PS sur le plan local, puisque premier fédéral du PS. Voilà pour une présentation de nos invités. Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté cette invitation et de vous adresser aux téléspectateurs de Canal 10. Alors, ma première question ira à Rodi Tolassi. Rodi Tolassi, vous êtes un homme trop heureux, trop content. Comment est-ce qu'on va dire cela? Non, faut savoir regarder les pieds sur terre. C'est aujourd'hui une élection qui est le fruit d'un travail. Et c'est tout simplement ça. Voilà. Il faut garder la tête froide. Il faut savoir qu'il faut... la politique, c'est pas facile. Et donc, il va falloir encore plus travailler, peu importe le mandat, peu importe la fonction qu'on a. Il faut travailler et démontrer que nous sommes là pour défendre les intérêts de nos territoires et singulièrement le territoire de la Guadeloupe. Mais on est là pour démontrer de ce dont nous sommes capables et lorsque nous avons un mandat. Pas seulement être élu, mais aussi démontrer de ce dont nous sommes capables. Voilà. Rodi Tolassi, alors, on vous a vu sur le terrain, on vous a vu sillonner la Guadeloupe. Pour vous, cette élection était très importante et pourquoi? C'est une élection extrêmement importante pour plusieurs raisons. D'ailleurs, l'Europe, c'est déjà une institution supranationale qui décide de beaucoup de politiques au niveau national et local, notamment sur le plan de l'agriculture, de la pêche et dans un bon nombre de domaines, notamment sur les normes européennes que nous avons et que souvent qui ne vont pas en direction et en faveur des territoires ultramarins. L'Europe, l'élection européenne, c'est une élection à un tour à la proportionnelle. Et donc, contrairement à ce qu'on pense, c'est l'élection où on a le plus de poids. Parce que c'est 0,1 point qui peut faire basculer et vous faire avoir un candidat, un élu de plus. C'est cette élection-là qui on a le plus de poids. Et malheureusement, cette élection-là, ça, où les gens participent le moins. Donc, on a un travail relativement important à faire de sensibilisation là-dessus. Pour 2 raisons. L'importance de l'Europe, de l'institution européenne, qui donne pas mal de financement, mais aussi pas mal de contraintes à nos territoires qui ne sont pas forcément compris, et vice-versa. Et donc, c'est ce challenge-là que nous aurons à mettre en place pour que
nos électeurs puissent vraiment s'engager dans ce scrutin. Voilà. Vous attendiez à une telle victoire du RN? Je m'attendais, oui, à une victoire du RN. J'espérais une meilleure participation, parce que je sais que la participation aurait joué en notre faveur. Donc on a une participation en baisse comparativement à 2019, mais presque l'ensemble des territoires ultramarins ont une baisse de participation. On va essayer de comprendre. Ça s'est passé il y a 2 jours. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé et pouvoir peut-être apporter des réponses. Nous, en tant que politiques, mais je pense qu'aussi que les réponses pour que la participation puisse revenir, elle doit être multiple. Elle doit être du côté des médias et des journalistes aussi. Elle doit être du côté des associations, des forces vives, de l'ensemble de la composante de notre société aujourd'hui pour qu'on puisse bien comprendre que l'élection est extrêmement importante, peu importe l'élection, car l'élection, c'est le seul moment où vous avez le même poids qu'un président de la République. Voilà. Vous avez droit à un vote, il a droit à un vote. C'est le seul instant où vous êtes égal avec peu importe la personne dans le pays. Merci Rodi Tolassi. Alors messieurs, avec une victoire d'une telle ampleur, une victoire du RN, est-ce que ce qui vous reste à faire, c'est d'aller au RN? Qui est tenté? Je suis venu pour une émission sérieuse. Je pense que vous n'êtes pas, donc je vais prendre la parole, puisque je crois que vous connaissez Madame Boissé, le passé politique et sur des personnes qui sont autour de la table. Et vous connaissez, je prends la parole en tant que doyen autour de cette table, vous connaissez mon parcours. Donc je considère que c'est une plaisanterie que de me demander à moi, et en tout cas je réponds pour moi, si je devrais aller, si je suis tenté d'aller au RN ou pas. Puisque la politique ne se fait pas par opportunisme, la politique se fait par conviction. Et c'est pour cette conviction-là, par cette conviction qui m'est chevillée au cœur, que j'ai adhéré à, si je veux dire, à des convictions politiques qui sont d'abord des convictions de l'humanisme, qui sont des convictions sociales, qui sont des convictions pour la population de la Guadeloupe, parce qu'il m'est cher, et c'est ce qui me meut avant tout. Et en tant qu'homme, je me suis dit, en tant qu'homme, en tant que Guadeloupéen, il faut que je fasse entendre la voix des Guadeloupéens. Je suis porteur de cette voix-là. Et je n'ai de cesse, lorsque je prends un avion pour aller en France, puisque vous savez que j'ai été le premier secrétaire de la Fédération socialiste, on ne devient pas socialiste impunément, eh bien je n'ai de cesse de penser à la Guadeloupe, justement. Je voyage avec la Guadeloupe en tête et je fais des allers-retours. Je fais des allers-retours parce que je sais que dans un contexte d'adversité extrêmement difficile, il faut précisément la voix forte dont je parlais pour faire entendre justement les Guadeloupéens. Et tout au long de cette mandature, de la mandature précédente et de l'année qui s'est écoulée, puisqu'il s'est écoulé une année, nous atteignons bientôt au mois de juin, je crois que c'était le 18 juin, hein, Olivier. Le 18 juin, la 2e année de mandature, nous sommes, je ne suis pas le seul, mais je me suis battu avec d'autres, notamment aux côtés d'Olivier Servat, mais avec d'autres députés, du groupe Lyot, qui est un groupe qui a failli faire tomber le gouvernement à 9 voix près, ce qui signifie qu'on ne plaisante pas avec un mandat qui nous est confié par le peuple, qui est souverain, et nous ne plaisantons pas parce que lorsque nous allons dans l'Hexagone, ce n'est pas pour nous amuser, c'est pour précisément défendre toutes les mesures que nous avons pu faire adopter et dont nous parlerons ce soir, j'espère, tout à l'heure. Oui, alors, on a lancé le débat. Alors, c'est vrai que, mais on a vu, hein, en Guadeloupe, le RN a affiché, ou du moins les Guadeloupéens ont affiché leur volonté par rapport au Rassemblement national. Selon vous, qu'est-ce qui motive les Guadeloupéens? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y ait cette montée du RN? Et vous, homme politique, depuis tantôt, comment vous avez analysé cette victoire du RN? Vous vous y attendiez peut-être, mais qu'est-ce qui, selon vous, a motivé tout cela? Si je prendrai la parole. Alors d'abord, le RN l'emporte, mais le premier vainqueur, entre guillemets, c'est l'abstention. Dans un contexte où, en plus, la participation recule.
dans une élection dont tout le monde dit qu'a priori elle était importante, et chacun sait combien l'Europe est importante. Donc il faut quand même qu'on s'interroge sur ça. Avant de parler du résultat, il y a un premier élément, c'est cette démobilisation générale. Et je vais la doubler même d'une démobilisation générale, y compris en campagne. Parce qu'en réalité, il n'y a pas eu beaucoup de monde en campagne. Moi, j'ai sillonné la Guadeloupe pendant presque un peu plus d'un mois, régulièrement, tous les jours. Sur la fin, on a été vraiment présents partout, tous les jours. Moi, j'ai fait le constat de la première démobilisation, c'est les élus eux-mêmes, les politiciens, ceux qui étaient même candidats. Étaient démobilisés, vous dites ? Mais démobilisés, je prendrai un seul exemple. Nous avons la candidate qui figurait sur la liste de la majorité présidentielle, bien mal nommée d'ailleurs, Madame Gustave Duflot. Je l'ai vu faire campagne en Guyane, je l'ai vu faire campagne à Mayotte, je l'ai vu faire campagne à La Réunion, sur son Facebook, vous pourrez aller voir. A-t-elle fait campagne en Guadeloupe ? Ont-ils organisé des meetings ? Ont-ils ne serait-ce que reçu le soutien d'une personnalité nationale au niveau local ? Non. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ces soutiens locaux. On parle quand même du parti en responsabilité dans le pays. Guadeloupe Unie, solidaire et responsable. Ils ont une candidate en place. Ils ont je ne sais pas combien de communes, mais presque une vingtaine aujourd'hui, qui sont aujourd'hui affiliées au parti. Combien de maires ont été sur le terrain ? Combien ont défendu sa candidature ? Donc, en réalité, la première des choses, les partis concourent à l'exercice de la démocratie, c'est dans la Constitution. Et ça veut dire que quand ils sont impliqués dans une élection, il faut d'abord assumer déjà les valeurs des listes sur lesquelles on figure. Donc, il y avait déjà à assumer le fait d'être à ce point associé à l'action d'Emmanuel Macron et de ses gouvernements. Mais il fallait aller l'assumer devant la population. Vous regardez. Mais Olivier Nicolas, j'entends. Mais non, mais attendez. Ouais. J'entends. Tenez bien ce que vous dites, mais lors des dernières élections présidentielles, on a vu comment cette population a voté. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le RN est ancré dans le paysage politique guadeloupéen ? Je ne vous parle pas du RN pour le moment. Je sais que c'est le sujet. Si ça ne vous embête pas, je vais répondre de la manière dont je souhaite orienter ma réponse. D'abord, l'abstention. Parce que l'abstention, quand vous avez 85% des gens qui ne vont pas voter, il faut quand même s'interroger sur ça. Quand vous avez des partis politiques qui ne font pas campagne, il faut quand même s'interroger là-dessus. Et je vais prendre un dernier exemple. Quand vous organisez un congrès des élus départementaux et régionaux, 3 jours après le vote, que vous savez que cette élection elle a lieu le samedi ici, et que toute la semaine d'avant est consacrée à des réunions préparatoires au congrès. Je suis désolé, je m'anime un peu sur cette réponse parce que je considère que quand les élus eux-mêmes font l'impasse et enjambent une élection, c'est problématique. On est dans une démocratie où déjà les gens ont du mal à aller voter. Vous-même, vous êtes en responsabilité. Vous êtes le produit d'une élection et vous enjambez une élection. Vous n'en parlez pas. Vous ne faites pas d'appel au vote. Il y a une menace du Rassemblement national, de l'extrême droite, si vous voulez, on pourra en parler. Ça, c'est pas quelque chose d'anodin. Nous sommes tous quelque part, nous avons tous un jour fait partie d'un front républicain pour empêcher au Rassemblement national de faire ces scores-là. Eh bien, vous voyez que là, personne n'a eu le moindre appel. Ici, le maire des Abîmes a fait un appel un peu sibyllin, mais qui disait quand même les choses. Mais globalement, qui d'autre a fait ça ? Et je terminerai en vous disant que, oui, le Rassemblement national l'emporte. Bah, vous allez remarquer, il l'emporte partout, sauf dans les communes socialistes. Il y en a 4, et dans les 4, nous sommes devant. Et je prétends que, en politique, quand on veut un résultat, quand on veut être élu, quand on veut gagner, et moi, j'avais pas beaucoup de chance d'être élu, à moins que ma liste fasse une très grosse performance, eh bien, on reste pas chez soi. On ne reste pas en attendant derrière un téléphone pour faire des messages sur des Twitter. Non, on va à la rencontre de la population. Nous avons fait ce travail avec les camarades, avec les amis, avec les élus qui me soutenaient. Pour dire quoi à la population ? Mais pour leur dire qu'on a des solutions, on a des propositions, on a une analyse de la situation. C'est ça que nous avons fait. Pourquoi dans toute la Guadeloupe on perd ? On est battu par le Rassemblement national et vous remarquez que dans 4 communes, et d'ailleurs la carte est pas mal puisque les 4 se tiennent, dans ces 4 communes-là on l'emporte.
Et on l'emporte assez largement dans certaines. On n'a pas tellement réussi à faire une meilleure mobilisation, encore que Saint-Claude, vous verrez, Saint-Claude atteint 20% de participation. Donc c'est la preuve, encore une fois, que quand on se donne la peine, quand on anime le débat public, quand on va à la rencontre des gens, ben oui, ça les intéresse, l'Europe. Moi, je n'ai croisé que des gens intéressés par l'Europe. Quand on franchissait la barrière de les politiques, c'est toujours la même chose, je ne sais pas qu'à faire rien, je ne sais pas qu'à faire rien, c'est même bien là, des pays, non, eh ben oui, une fois qu'on dépasse ce truc-là, ah oui, les gens s'intéressent. Les gens s'intéressent. Monsieur Delassie a fait campagne. Il peut vous le dire. Il peut vous le dire qu'il recevait un écho quand il allait voir les gens. Mais quand on est 2 ou 3, à la limite, parce qu'il y en a eu quand même quelques-uns, la France Insoumise a fait campagne aussi, ben ça se retrouve dans les urnes, premièrement. Et deuxièmement, ça se retrouve aussi dans la participation. Mais quand vous manquez de combattants, quand vous... Il a parlé des médias, il a raison. On a organisé un débat ici. Vous pensez que cette élection-là méritait un débat ? À ma demande. Non, là, je pense qu'on l'a tous demandé. Guadeloupe Première, service public, ils font un débat en radio, ils n'en font pas en télé. RCI, rien. Mais strictement rien. Si, une interview par-ci, par-là, mais il n'y a pas de dispositif spécial. Encore une fois, on est dans une population qui est en besoin d'information. Et on laisse une élection comme ça se dérouler dans un désert démocratique. Et vous avez des élus qui organisent un congrès. On peut dire que la voix des élus ne porte pas. Non, c'est même pas qu'elle porte pas. Il n'y a pas eu de voix. C'est quand même le truc à noter. Avez-vous vu des communiqués disant « Nous soutenons Sylvie Gustave-Duflot, nous soutenons un tel ou un tel ». Non, on n'a rien vu. Et quand même, je répète, je crois que quand on va dans une élection, on essaie d'y aller pour intéresser les gens. Enfin, on ne va pas faire une élection pour se cacher. Quand on fait un retour sur certaines élections, on voit bien que il y a quand même, on a quand même changé de paradigme, Olivier Nicolas. On n'est plus dans le même moi, je pense que c'est la schéma. première fois qu'on reste chez soi et qu'on fait rien du tout. Olivier Servat. J'ai jamais vu ça. Olivier Servat. C'était quoi la question? Oui, alors ce vote-là, ce vote Rassemblement national, vote qu'on a qualifié d'écrasant, vote qu'on a qualifié pour certains de sanctions, etc. Alors tous les mots ont été avancés. Pour vous, le vote Rassemblement national, qu'est-ce que ça représente? Alors Olivier Nicolas a donné sa version, son analyse de la situation. Est-ce que vous partagez? Il y a plusieurs causes, à mon avis, au bon score du Rassemblement national. La première raison, c'est qu'il fallait sanctionner la politique gouvernementale désastreuse d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, qui, pour les Outre-mer, ne sont pas au niveau, ne sont pas à l'écoute, pire parfois, ont du sang sur les mains en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, vous me direz, oui, mais pour les présidentielles, au premier tour, c'était la France Insoumise, et au deuxième tour, le Rassemblement national. Sauf que nous tenions Antibouganou. Tolassie, c'est Antibouganou, c'est Antibou-Guadeloupe, Antibou-Sainte-Rose, voilà. Et donc, deuxième raison, je pense que naturellement, il y avait une part d'affectivité naturelle des Guadeloupéens envers celui qui était le mieux placé pour être élu. Et puis, il y a une troisième raison, et moi, je la regarde en face. Sur un certain nombre de sujets, le Rassemblement national répond à des inquiétudes de la Guadeloupe et de la France. Sur l'immigration, moi j'ai été rapporteur sur un projet de texte sur l'immigration. Je considère qu'en Guadeloupe, il y a trop d'immigration clandestine. Je considère en Guadeloupe qu'on doit lutter contre l'immigration clandestine. Je considère en Guadeloupe, et ce n'est pas moi qui le dis, 60% des méfaits sont faits par des personnes d'origine étrangère. À part pour dire, sont racistes, on a dit ça. Un Pambouga Rassemblement national qui serait xénophobe et raciste. Je constate que dans mon pays, il y a une problématique. Est-ce qu'il faut laisser le champ de cette problématique à un parti? Je dis non. Ensuite, sur d'autres problématiques telles que le pouvoir d'achat, la souffrance des gens, des personnes, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on raconte sur ça? Et donc, je crois que sur un certain nombre de sujets, dans cette campagne où il y a une énergie déployée et que d'autres n'ont pas déployée, Olivier Nicolas a raison, eh bien, il y a eu un écho naturel du Rassemblement national, d'autant plus qu'en plus, ces personnes-là, ces politiques-là n'ont jamais été aux responsabilités. Donc, ils ont quelque chose que d'autres n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils ont un peu la virginité politique. Yo, gérer rien, donc du coup, on ne peut pas leur dire, mais tu as échoué là, tu as raté là.
ça n'a pas marché là, tu n'as pas pu gérer l'immigration, tu n'as pas pu baisser le chômage. Donc en fait, tous ces éléments font que, on a dit, on essayait Rassemblement National. Voilà mon analyse du vote Rassemblement National en Guadeloupe et en France. Alors, ça me permet de vous poser une question. Ça circule déjà depuis un moment sur les réseaux sociaux que vous seriez partant pour adhérer au Rassemblement National. Alors, c'est l'occasion de dire, puisque ça circule sur les réseaux sociaux. Mathias Max a répondu avec sérieux. Je réponds avec le même sérieux. Madame Boissé, quels réseaux sociaux? Vous parlez de quoi? Vous êtes journaliste. Oui. Donc, je pense que quand vous parlez de réseaux sociaux, on vérifie ces informations, on s'assure que ce sont des gens sérieux qui parlent et non pas du n'importe quoi. Non, mais je n'ai pas fini. Donc, je vous invite, quand vous posez ce type de questions, à faire attention à quelle référence. Vous parlez de qui sur les réseaux sociaux? Donc, soyons sérieux. Nous sommes ici en Guadeloupe. Je vous rappelle que je suis d'ascendance africaine et que jamais, il ne s'agira pour moi d'adhérer à un parti xénophobe et raciste. Jamais. Et je n'accepte pas de sourire sur cela ou d'insinuation. Merci Olivier Servat. Alors maintenant, le président de la République a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous aviez imaginé un seul instant que ça puisse se passer comme cela à l'issue du vote? Vous qui êtes tous les deux députés. Ah, d'accord. Mais de toutes les façons, au groupe Lyot, qui s'appelle Liberté, Indépendance, Outre-mer et Territoire, que nous avons constitué, notamment Olivier et moi, nous en avons été les chevilles ouvrières, puisque vous voyez bien que ça contient le mot liberté, ça nous ressemble bien. Et Outre-mer, c'est très important. Et indépendance, ça veut dire que nous avons une liberté de vote. Eh bien, nous avions depuis longtemps tiré le signal d'alarme. Et nous avions déposé une motion de censure contre le gouvernement. Cette motion de censure a failli être passée, a failli passer, plutôt être votée. Il s'en est fallu de 9 voix. Donc vous voyez bien que nous ne sommes pas ce qu'Olivier vient de dire concernant la politique et le mécontentement suscité par la politique mise en œuvre par Emmanuel Macron pour les Outre-mer, pas seulement pour la Guadeloupe. Nous le savions très bien, mais nous obtenons des résultats en nous battant pied à pied. Et c'est la raison pour laquelle je dis, quelle que soit l'Assemblée, donc je dis bien qu'il en a fallu de 9 voix, mais quel que soit le député qui sera à l'Assemblée nationale, avec une majorité, dans un contexte extrêmement difficile, où il y a un déficit important, s'il ne se bat pas, c'est exactement comme à l'école de la vie, on se bat. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait fort en tout cas, et peut-être pas seulement moi, mais j'ai fait fort sur un certain nombre de projets et de choses que nous avons, d'éléments que nous avons, de résultats obtenus. Les 30 millions d'euros par exemple pour l'augmentation du quorum concernant les 9 communes qui étaient en difficulté de la Guadeloupe, puis sous l'eau. C'est un amendement que j'ai défendu. Le million d'euros pour les enfants malades. Parce que lorsque les gens viennent ici et disent on n'a rien fait, c'est facile à dire. Mais c'est au bien du mieux qu'on voit le maçon. Le million d'euros pour les enfants malades. Vous savez qu'il y a 17 enfants par année en Guadeloupe, qui sont des enfants atteints de cancers, qui sont des cancers extrêmement graves et des cancers fulgurants. Et lorsque l'on découvre que votre enfant a un cancer, vous êtes obligé de partir. Partir illico avec votre enfant. Eh bien, les parents qui pouvaient partir partaient. Ceux qui ne pouvaient pas, eh bien, soit ils perdaient leur boulot, ou bien ils ne partaient pas et leur enfant mourait. Et c'est très important. Et c'est une maman qui a attiré notre attention là-dessus, hein, Olivier. Et on l'a fait, on l'a défendu. Donc aujourd'hui, il y a d'autres mesures. Quand on dit qu'on n'a rien fait sur le chlordécone, est-ce que vous pouvez dire que je peux accepter ça? Je ne parle pas des plans chlordécone. Mais quand nous avons, à l'initiative du député qui était Hélène Vainqueur, déjà ensuite Élie Califère, et nous avons mis le gouvernement au pied du mur, avec des interruptions des séances que vous avez dû suivre, pour faire accepter dans l'article 1er d'un texte de loi, de projet de loi, qui disait l'État est responsable. La responsabilité de l'État reconnaît, je vous le dis, reconnaît sa responsabilité dans l'empoisonnement dans les effets du chlordécone. Mais quand vous avez une loi où l'État reconnaît sa responsabilité,
eh bien, ça ouvre la voie Alors, à beaucoup de choses nous pour les aurons l'occasion Guadeloupéens. d'avoir des émissions sur les prochaines élections législatives. Non, mais ce n'est pas une émission sur les prochaines élections législatives, Madame Boissé. Parce que vous commencez par nous poser une question de savoir est-ce que nous adhérons pas au Rassemblement national, comme si nous aurions à nous cacher de ce que nous avons fait. Moi, c'est... Elle m'a pas posé la question à moi, étrangement. Voilà, il t'a pas posé la question, mais je trouve que... Non, il a posé la question à tout le monde, et tu n'as pas voulu l'entendre. Mais je vous dirai par exemple, pour vous donner un exemple, vous savez qu'il y a eu un vote. Il y a eu un vote sur le dégel pour ou contre les Kanaks, pour ou contre l'existence du peuple kanak, qui est aujourd'hui submergé. Un pays dont on a pris possession en 1843. Il y avait 1 million de Kanaks. Maintenant, il y avait à peu près entre 800 000 et 1 million de Kanaks. Maintenant, quand il en est resté 30 000, ils se sont révoltés, on en a tué 1200. Eh bien, aujourd'hui, quand les Kanaks disent qu'ils voudraient pouvoir accéder un tant soit peu à une forme de liberté dans leur pays, eh bien, il y a un vote pour le dégel du corps électoral. Eh bien, aujourd'hui, il faut savoir que le Rassemblement national a voté pour ce dégel. À 89 députés sur 89. Alors que nous avons été, et avec le Renaissance, etc. Par conséquent, je dis que... Et ensuite, Marine Le Pen dit, Madame Le Pen dit, il faut 40 ans. Elle revient, mais elle dit, il faut 40 ans, finalement, pour qu'on interroge de nouveau les Kanaks. Est-ce que vous croyez qu'on peut dire on peut passer sous silence ce genre de choses sans être en campagne électorale? Alors, on ira un petit peu sur cette décision du président de la République. Et vous qui êtes au plus près de ce gouvernement, on va dire, de par la distance, hein, comment est-ce que vous avez vécu cela lorsque vous avez entendu cela? Et comment avez-vous analysé cette décision? Concernant la dissolution. La décision, oui. Bon, moi je crois que... Est-ce que vous vous y attendiez déjà? On en parlait. Très honnêtement, on ne s'attendait pas à ce que ça se fasse maintenant. Alors, si on essaie de comprendre pourquoi le président de la République a dissous l'Assemblée nationale, il y a une hypothèse basique, celle qu'il a exprimée dans son message. Il faut l'écouter. Il dit il faut une clarification politique. Il n'a pas la majorité, il ne veut plus de petits arrangements, parce qu'il aurait pu tenter d'élargir l'arc républicain pour mieux gouverner. Il n'a pas voulu cela, il a dit qu'il ne veut pas d'arrangement, et donc qu'il dit d'ailleurs que l'élection française ne sera pas l'élection européenne et qu'il attend un sursaut des Français et qu'il clarifie les choses. Donc en clair, il demande une majorité, celle qu'il avait en 2017. Je pense qu'il rêve. Et je pense que lui-même, il n'y croit pas. Une hypothèse beaucoup plus plausible politiquement, parce que malgré tout, il réfléchit. Il se dit, bon, si on veut empêcher le Rassemblement national d'aller au pouvoir en 2027, présidentiel, parce que c'est le mandat suprême, la magistrature suprême, c'est le président de la République, 2027, dans 3 ans. Il faut qu'on leur enlève leur virginité politique. Comment on fait? Il faut qu'on les mette dans le nez, dans le cambouis de la gestion gouvernementale d'un pays endetté, un pays soumis aux guerres, un pays où le chômage, c'est pas facile, un pays où finalement l'immigration, ils ne pourront pas forcément, à mon avis, la gérer comme ils l'entendent. Donc il veut, à mon avis, se dire, bon, ben on leur donne les clés du gouvernement. Moi, président de la République, je garde mes politiques régaliennes, c'est-à-dire armée et puis la politique étrangère. Donc moi, je suis toujours en existence et je les laisse dans le cambouis d'un pays dans le marasme. Pendant 3 ans, ils vont montrer leur incapacité et peut-être qu'en 2027, je serai en mesure d'avoir une équipe qui reprenne le pouvoir. Je pense que c'est le calcul qu'il fait. Voilà un peu mon explication politique de cette situation. Donc, moi, je considère qu'il n'avait pas beaucoup le choix après une telle sanction électorale. Et je pense que c'est une très bonne chose qu'on revienne devant le peuple. La clarification, elle est nécessaire pour tout le monde. Une très bonne chose pour qui? Mais pour la démocratie. Vous ne pouvez pas passer une législature complète à faire du 49-3 pour tout. À un moment donné, c'est juste impensable. Pourquoi il y a une crise démocratique? Il y a une crise démocratique parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de majorité. Il y a un président de la République qui a des pouvoirs démesurés parce que la Ve République les lui donne. Il donne la possibilité de faire passer des tas de textes de loi, y compris même quand il n'a pas la majorité, grâce au 49-3. On a fait passer etc. de motions de censure, ça ne tombe pas.
Donc en réalité, il fait là un pari. Je ne sais pas s'il est dans les mêmes... Je ne commenterai pas les calculs dont parle Olivier. C'est possible qu'effectivement, il ait poussé la réflexion jusqu'à imaginer que si le RN arrive, il sera garant des institutions, il empêchera certains débordements. Mais en réalité, la première des choses, c'est qu'on place tout le monde devant ses responsabilités. La majorité pour savoir si elle est capable, ceux qui se revendiquent en tout cas du camp présidentiel, pour voir s'ils sont capables d'obtenir une majorité, s'ils font une alliance avec la droite LR. Il serait peut-être temps d'assumer cette proximité politique de manière définitive. La gauche, pour savoir ce qu'elle veut vraiment, est-ce qu'elle est capable de se rassembler et de dépasser ses différences et d'offrir une perspective et un espoir à sa population. Et puis, quelque part, il place la population aussi devant ses responsabilités. Veut-elle de l'extrême droite au pouvoir dans 3 semaines, 1 mois ? Et on a trop souvent dit que beaucoup de gens sont prêts à voter Rassemblement National parce qu'ils n'ont aucune chance d'arriver au pouvoir. À l'inverse, on peut imaginer qu'il y a plein de gens qui ne votent pas Rassemblement National parce qu'ils pensent qu'ils n'ont aucune chance. Et donc, qui peut-être voteront pour eux si ils sont dans cette perspective-là. Eh ben, on sera dans cette situation où chacun prendra ses responsabilités. Et on verra bien. Mais cela dit, si on regarde le vrai risque en réalité, c'est qu'on se retrouve avec une absence de majorité de la même manière dans 3 semaines. Et c'est là où le processus est enclenché. Le président de la République ne pourra pas redissoudre dans l'année qui viendra. Donc là, il y aura une vraie question, de savoir est-ce qu'il reste au pouvoir ? Est-ce qu'il se maintient en essayant, avec une majorité de briques et de brocs, de recommencer avec du 49-3 ? Ou est-ce qu'à l'inverse, cette fois, on retourne vraiment devant les électeurs dans l'élection suprême de la Ve République ? C'est pas celle que je préfère. C'est pas, de toute façon, ce sont des institutions dont je me méfie depuis toujours, à titre personnel. Mais peut-être qu'effectivement, le résultat de tout ça, de cette grande crise politique qui dure depuis 2022 en réalité, eh bien, c'est qu'on aura peut-être une élection présidentielle à la rentrée de septembre. Audit Olassi. On a vu que M. Bardella a demandé au président de la République, Emmanuel Macron, de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est lui qui a demandé. Vous ne posez pas une question, là. On y va ? Oui, ok. Posez la question. Ouais. Donc il a demandé, c'était une stratégie de sa part. Il a voulu pousser le président dans ses retranchements. Je crois que ça fait un moment qu'il aurait dû dissoudre l'Assemblée, mais il a fallu qu'il puisse prendre cette sanction lourde du côté de la population pour qu'il puisse comprendre que la situation est extrêmement grave, extrêmement lourde, qu'on ne peut plus continuer avec une logique de verticalité où on gouverne. On l'appelle souvent le président jupitérien, c'est pas pour rien. Et donc, moi, je pense sincèrement que lorsque... Ça fait un moment qu'on est en crise politique. Ça fait un moment, effectivement, que le gouvernement passe à coup de 49-3. On est au bord d'une dissolution à chaque 49-3. Et donc, aujourd'hui, ça permet effectivement de clarifier les positions, de mettre en place... Et de mettre en selle le Rassemblement national ? Il y a 2 choix. C'est soit on a un gouvernement d'Emmanuel Macron qui revient, c'est une possibilité, ou soit on met notre gouvernement, celui du Rassemblement national, c'est tout. Et quelle sera la différence entre les deux ? Nous avons un projet totalement opposé. Voilà. Emmanuel Macron, c'est un homme ultralibéral pour la mondialisation sauvage. Nous sommes des patriotes. Nous voulons que chaque territoire puisse devenir souverain, notamment les territoires ultramarins. Nous avons un vrai projet pour développer les territoires. Nous voulons revenir sur pas mal de réformes. Ce vrai projet, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance, c'est quoi ? Non, nous ne sommes pas pour... Vous savez, nos collègues vous ont parlé de sérieux et vous savez que... Non, c'est une question. Non, mais on n'est pas pour l'indépendance, Mme Boissé, vous le savez très bien. Donc, voilà, une liste s'appelle La France revient. Notre projet, c'est pas l'indépendance. Donc, voilà, je vais laisser M. Olivier parler, il a envie de parler. Donc, non, j'apportais une précision, elle est importante. Quand une liste s'appelle La France revient, c'est pas pour défendre l'indépendance, ni l'autonomie. C'est pour défendre ? Je ne sais pas, la liste Rassemblement National, elle s'appelle La France revient. C'est La France revient.
Ça me paraît clair, non? Ça vous paraît pas clair? Non, je vous pose la question. Ah non, mais voilà, moi je disais juste, c'est une précision importante. Alors maintenant, on s'oriente vers des élections législatives. Peu de temps pour faire campagne. Alors les dates, le 30 juin et aussi le 7 juillet. 6 juillet. Le 6 juillet, oui, puisque, oui, et 29 juin pour nous. Donc, est-ce que, messieurs, pour vous, c'est un challenge, c'est un défi, ou est-ce que vous vous dites, nous avons été élus, en fait, c'est juste une formalité, les prochaines élections? L'expression de la démocratie n'est jamais une formalité. Et un engagement, c'est souvent un engagement de toute une vie, au quotidien, puisqu'il y a l'aspect, d'abord, on n'est jamais élu député, en tout cas pas pour moi. Je suis d'abord passé par toutes les étapes, étudiant, militant, conseiller municipal, conseiller général, vice-président du conseil général, et puis député de la Guadeloupe. Donc ce n'est jamais une sinécure, c'est toujours quelque chose de facile, de difficile, et donc il faut prendre au sérieux. Et je crois que le plus important, c'est le contact, bien sûr, avec la population, la sympathie que l'on développe, mais aussi les gens se sentent bien si on les aime, on a de la sympathie spontanément. Et puis le programme, le sérieux. Tous les jours, vous êtes à côté de la population et quand vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, quand vous présentez aux élections, même si je me suis toujours présenté, enfin, sans un parti derrière moi, mais je me suis présenté avec un programme. Et maintenant, à partir du moment où vous avez ce programme, est-ce que vous allez faire ce pourquoi vous avez été élu? Et c'est le plus important. Ça sera le même programme que vous allez réactiver? Non, mais nous sommes dans la même mandature. Mais je ne suis pas de ceux qui disent demain on reste gratis. Il ne suffit pas de prendre le catalogue sur lequel les Guadeloupéens se plaignent. Les Guadeloupéens se disent on n'a pas assez d'eau. Les Guadeloupéens se disent que les prix sont importants, qu'il n'y a pas de diversification agricole, enfin, etc. Une fois qu'on est muni de ça et que l'on cristallise les mécontentements, bien entendu, c'est facile puisque on peut de dire on va faire. Maintenant, une fois que l'on a ça en main, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment on développe? Et dans la mesure où il faut le savoir, une chose, c'est que l'Assemblée nationale, à part une proposition de loi que vous pouvez faire, mais les projets de loi sont à l'initiative du gouvernement. Et il s'agit non seulement de se battre sur ces propositions de loi, comme nous le faisons pour le groupe Lyot. Nous avions une proposition de loi qui remettait en cause, en tout cas pendant qui devait être examinée le 13, nous étions normalement, c'était la niche parlementaire de notre groupe Lyot, où nous présentions plusieurs propositions de loi. Nous défendions une proposition de loi par exemple, en faveur de nos fonctionnaires ultramarins, que ce soit fonctionnaires d'État ou des collectivités territoriales, hospitaliers. Nous avions déjà négocié avec le gouvernement pour la prise en compte de 40% de leur retraite. Donc, depuis l'année dernière, nous travaillons sur cette question-là. Tout ceci tombe à l'eau parce que ça ne me fait pas plaisir, justement, cette dissolution avec les problèmes du président de la République. Nous avions également à examiner une proposition contre la réforme de Macron sur l'assurance chômage. Ce sont des choses qu'on ne peut pas accepter. Mais nous n'avons pas pu l'examiner puisque normalement, nous devions partir le 12 pendant le congrès pour aller défendre ces propositions de loi avec le groupe Lyot. Mais là maintenant, il faudra changer de stratégie si d'aventure le gouvernement n'est plus le même. Est-ce qu'il faudra changer de stratégie si vous êtes réélu? Comment est-ce que vous avez réfléchi là-dessus? On ne change pas les objectifs. Les objectifs sont là, quel que soit le gouvernement, quelle que soit la majorité. Je vous rappelle que je n'étais pas encarté quand j'ai été élu. Nous avons un groupe Lyot qui n'est pas un gros groupe, mais qui sait se faire entendre. Et nous avons des spécialistes et des collaborateurs. Eh bien, nous allons faire entendre la voix des Guadeloupéens. Si d'aventure, puisque vous parlez des législatives et vous me demanderez tout à l'heure si je suis candidat, oui. Moi j'aurai l'honnêteté. Oui, vous pouvez répondre puisque ça allait arriver. J'aurai l'honnêteté de regarder les Guadeloupéens en face tout de suite pour leur dire que vous m'avez fait confiance. Vous m'avez fait confiance il y a 2 ans, bientôt 2 ans. Nous sommes dans le gué, nous sommes dans une mandature. Il y a une intermède, je considère ça comme une intermède, comme un entracte. Et quand vous allez au bal,
Enfin, quand moi j'allais au bal à un moment donné, ou dans un spectacle, ils disaient, bon, ben, orchestre a pour un entraque, et bien, c'est pour moi son entraque, et moi, quand virer, Kébé Adam moi, continuer à danser. Et danser, bon, n'est pas danser, c'est danser qui connaît danser pendant, qui n'est sauf, qui connaît danser pendant longtemps, juste devant le jour, et bien, moi, là, pour danser juste devant le jour, parce que le peuple là, ben, moi, en mission, et mission là, sans capoter, et vers un certain nombre de choses que nous avons en cours, mais je veux aussi continuer à renforcer la sécurité par le nombre de policiers que nous avons fait. Parce que quand on parle de sécurité, demandez aux jeunes Guadeloupéens, demandez combien de jeunes Guadeloupéens qui sont rentrés. Grâce à notre action, il y a une centaine de policiers guadeloupéens qui sont rentrés dans leur pays par l'action des députés que nous sommes. Demandez par exemple qui a initié, a forcé le gouvernement à reconstruire les 2 prisons. La prison de Bastère qui est en reconstruction. Donc et la prison de Bémao auquel on va ajouter. C'est nous qui étions allés voir le ministre de l'Intérieur, le gouvernement, pour faire ajouter les 300 places sur la prison de Bémao. Donc dire tout ne peut pas être fait en même temps. On peut incriminer certains, mais il ne faut jamais dire que les députés, ceux qui sont là avant nous, ne font rien. Et lorsque récemment, les planteurs étaient dans la rue, pour demander quoi? Un peu d'augmentation sur leur tonne de canne. Eh bien, j'étais la nuit et le jour avec eux. Merci Olivier Servat. C'était la mandature précédente. Oui, mais nous, c'est nous qui avons débloqué, Olivier. Voilà. Alors, pas dire ça, parce que pour nous, pas de gars qui bédaient encore. Non. Voilà. Je ne peux pas dire ça. Non. Et Olivier Servat. D'accord, mais pas tabasté. Alors, je rappelle à Olivier Nicolas que j'y étais avec Mme Belloubet, c'est elle qui a effectivement signé le document. C'est M. Ronouas. Mais c'est pas grave, pas de problème. Non, mais j'allais dire que c'est. De toute manière, l'important c'est que ça existe, on ne va pas faire de querelle de paternité. Non, mais bon. Ce que l'on fait, on le fait pour les Guadeloupéens. Je ne suis pas, si tu m'avais dit, moi je sais que je suis allé voir la ministre de l'Intérieur avec Olivier, et le garde des Sceaux, pardon, avec Olivier, et que ce jour-là, nous avons été reçus et qu'elle nous a dit voilà, je mettrai tout ceci au programme et la signature a été lancée. Oui, ce que Olivier Nicolas dit, c'est que ça a été initié sur mandature socialiste, mais que ça a été concrétisé et signé, mandaté par la mandature où nous, voilà. Il y avait Bénin, il y avait Vecteur. L'action publique, c'est tout. Vous ne pouvez pas dire on a fait. Mais c'est ça. C'est ça nous dégrader, Olivier. Pas de problème. Si tu avais écouté jusqu'au bout. Ah non, mais entendez-vous bien. Après ça, mais bon, j'ai entendu, nous, on dit, bon, ok, ils ont fait travailler à beaucoup de jeux. Enfin, il a été dit en tout cas que justement, il ne faut pas dire que les députés d'avant n'ont rien fait. Donc oui, voilà. Les députés socialistes l'ont fait. Et ensuite, ça a été concrétisé par nous. Et après, bon, bref. Alors, il faut continuer l'action. Quelle fierté pour nous, quelle fierté pour moi d'avoir pu, avec d'autres, Max et d'autres, créer le groupe Outre-mer à l'Assemblée nationale. Ce n'est jamais arrivé depuis 250 ans. Beaucoup n'y croyaient pas. On pensait que ça ne marcherait pas. Nous faillit. Et ça a marché? Je trouve pas mal, très honnêtement. Nous sommes le 2e groupe le plus important avec les ultramarins, 5. Vous savez, j'espère qu'avec cette dissolution, nous aurons encore plus de députés ultramarins qui viendront rejoindre ce groupe Liberté Indépendante Outre-mer Territoire. Voilà une première espérance que j'ai. Deuxième espérance, c'est de pouvoir continuer l'action menée. Effectivement, le job de député, c'est un job avec pierre après pierre, assez ingrat parfois. Mais sur le coût des billets d'avion, nous avons entamé avec d'autres un combat rude contre d'éventuelles ententes illicites, contre d'éventuels accaparements du prix du kérosène par certains qui se fournissent en mer du Nord et non pas tout près de nous dans la Caraïbe. Comment un billet d'avion en low cost Paris-New York, c'est 99 €, alors que chez nous, c'est 600, 700, 800, 900 000, etc. Ça ne va pas. Donc, on a entamé ce combat-là. Sur la non-discrimination capillaire, il faut que cette loi passe au Sénat. J'ai déjà trouvé des sénateurs qui vont reprendre cette loi-là. Il faut qu'on puisse continuer cette affaire-là. Donc, vous savez, on a là un job qu'on allait faire. Là, c'est bloquer le gouvernement. C'était passé en commission, cette histoire de réforme de l'assurance chômage pour sanctionner, pressuriser, mais là, indexer. Maintenant, ça sera plus simple pour vous de bloquer les choses? Alors, vous savez, comment ça va se passer aujourd'hui? Quand on voit ce qui se passe. Tout tombe aujourd'hui. Oui. Tous les textes tombent. Et donc, il faudra effectivement remettre l'ouvrage sur le métier. On ne sait pas quelle sera la majorité. Repartir à zéro.
Alors, Si vous non, êtes on ne réélu. repart pas à zéro, hein, parce qu'en fait, les textes sont déjà dans les tuyaux, mais il faudra les réactiver. Prenons le texte sur la non-discrimination capillaire. Voté à l'Assemblée nationale, mais il faut qu'il passe au Sénat. Eh bien, il faudra que très rapidement, je pense à l'automne, qu'on puisse pouvoir le faire passer au Sénat. Donc, le texte où on voulait bloquer la réforme de l'assurance chômage, vous savez quoi? Ils veulent dire aux chômeurs, bon, vous touchez trop d'argent. Pour toucher de l'argent, il faut que vous travailliez plus longtemps, sur une durée plus courte. Eh bien, nous, on avait bloqué ça pour les Outre-mer déjà, la première fois. On l'avait bloqué en commission là, pour toute la France, notre groupe Lyotte. Eh bien, on doit continuer cette affaire-là. Donc, vous savez, il y a un certain nombre de sujets. Bien évidemment, sur la problématique de la chlordécone, on est extrêmement vigilant. Là, ça a été repoussé en octobre pour les sanctions, mais il faut à un moment donné que soit au niveau parlementaire, soit au niveau européen, qu'on puisse se prononcer sur cela. Max a parlé effectivement de la reconnaissance de l'État. À partir de TRJVAC pour un mot, hein, ils sont responsables de la chlordécone. Eh bien, ils voulaient associer aussi 2-3 personnes. Donc, vous voyez, nous sommes au travail. Et donc, je crois que vous posez la question, est-ce que c'est une formalité? Pas du tout. En élection, c'est en élection. Et donc, il faudra pendant le temps à venir, les 3 semaines... Repartir au combat. Je n'ai jamais quitté le combat, à vrai dire. Mais il faudra continuer à être sur le terrain, continuer à aller voir la population pour lui expliquer ce qu'on a déjà fait, ce qu'on compte faire et ce pourquoi elle devrait pouvoir nous refaire confiance. Donc c'est un ouvrage démocratique que nous acceptons bien volontiers parce que nous nous soumettons à la démocratie populaire. Ouais. Vous avez peu de temps pour cela. On n'a pas moins de temps que les autres. Hein. On n'a pas moins de temps que les autres. Vous savez, tout le monde est sur la même ligne. Et donc, c'est ainsi. Ce sont les institutions de la sécurité publique. On les accepte normalement et on fera le job puisque c'est ainsi que nous sommes. Oui. Olivier Nicolas, alors vous, PS, est-ce qu'on peut dire que ça vous donne l'occasion de vous positionner pour ces prochaines élections législatives? Déjà, je veux rappeler à nos téléspectateurs qu'il n'y a pas que 2 députés en Guadeloupe. On a 2 sur le plateau. Mais il y en a 2 autres qui sont sortants, Élie Califert et Christian Baptiste, dans la 4e et dans la 2e circonscription. L'un et l'autre sont membres du groupe socialiste, en tant que députés apparentés. Et aussi, on va faire valoir un excellent bilan pendant ces 2 années de mandature. Dans les mêmes conditions que racontent nos parlementaires. Effectivement, une absence de majorité, une difficulté à porter les dossiers. C'est des groupes d'importance assez similaires et qui ont tous leur rôle stratégique et qui comportent 3 ultramarins, en tout cas dans le cas du groupe socialiste. Le groupe GDR, lui, en comporte presque une dizaine. Donc il y a effectivement des ultramarins présents à peu près dans tous les groupes. Et donc ce qui est important, c'est que oui, ces 2 députés sortants puissent repartir. L'un et l'autre m'ont confirmé qu'ils seront candidats. Donc on peut le dire ce soir. Élie Califert et Christian Baptiste repartent au combat, repartent sur la base du programme qui était les leurs, et puis surtout dans l'ambition et la volonté. Et c'est peut-être ce qui peut nous différencier de l'ambition, c'est que nous voulons construire une majorité alternative, et à la fois au RN et à la fois au macronisme. Parce qu'en réalité, on peut chercher à s'arranger avec la majorité en appuyant certains textes, un peu moins d'autres. Quelle est la force aujourd'hui du PS? Ben non, aujourd'hui, c'est la gauche rassemblée qui compte. C'est ça qui fait qu'on avait créé un espoir à travers la NUPES, qui a aujourd'hui un peu implosé en raison en raison d'une difficulté de leadership, en réalité, et d'une manière de fonctionner. Un groupe pluriel, parce que, encore une fois, la gauche, elle est plurielle, elle a plusieurs sensibilités, mais elle peut fonctionner et s'unir à condition qu'elle ait un mode de fonctionnement. S'unir à qui? Non, vous savez, aujourd'hui, qu'il y a une gauche qui est socialiste, une autre qui est communiste, une autre qui est écologiste, une autre qui est insoumise. Et on avait trouvé un terrain d'entente à la fois programmatique et à la fois dans les ambitions de législature. On a obtenu... Mais en soi, qu'est-ce qui rassemble toute cette gauche-là? Mais une volonté de remettre la justice sociale au cœur du combat. Et personne d'autre que nous ne propose ça. La réalité du RN dans son discours, il dit souvent on est pour les petits, on est pour les gens qui souffrent et pour ceux qui sont en difficulté. Vous regardez tous les textes un peu sociaux qui sont passés à l'Assemblée, ils ont rarement voté pour.
Ils sont opposés à l'augmentation du SMIC, par exemple, ce qui était quand même une mesure importante. Donc, nous, on est là pour rappeler que la gauche et la droite, c'est pas la même chose, même si on a pu décevoir par le passé, mais on tourne ces pages-là, parce que la vie politique n'est pas immuable. On a pris les défaites qu'on devait prendre. On est dans une reconstruction. Alors aujourd'hui, on a donc pas de aujourd'hui, centre. non, mais donc, bien sûr qu'il y a, mais bien sûr qu'il y a un centre. Le problème, c'est que le centre est à droite. Non, le centre est à droite. Oui, le centre Madame est à Boissé, droite. le centre est à droite. Monsieur Macron s'est présenté comme un président centriste. Max et Olivier le connaissent bien, puisque dans la première mandature, ils étaient à ses côtés dans sa majorité. Donc ils savent que c'était un centriste. Sauf que plus il a avancé, moins il s'est montré centriste. Plus il a avancé, plus il s'est monté. Plus il s'est monté. Vous étiez député Modem. Tu étais député Modem. Ah bon, d'accord. Mais, pardon. Donc, effectivement, on est dans cette construction-là. Donc, aujourd'hui, on est à la recherche d'un accord qu'on a trouvé ce soir, qui s'appelle le Front Populaire, parce qu'on veut rappeler que le Front Populaire en 1936, Max, qui est socialiste de cœur, il s'en souvient, c'est un moment important, c'est une première union de la gauche qui s'est fondée au moment où l'extrême droite était aux portes du pouvoir. Aujourd'hui, la réalité en France, c'est que l'extrême droite est aux portes du pouvoir, elle a même un pied dedans, et donc aujourd'hui, la mission de la gauche, son obligation, son ardente mission, c'est de proposer une alternative à ce risque-là, et ce péril-là, puisque c'en est un. Donc le PS, les communistes, les écologistes. Toutes les formations de gauche. Ouais. Vous pouvez me les faire répéter, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc oui, toutes les formations de gauche aujourd'hui sont déterminées à proposer une offre politique alternative, et on est dans l'obligation de le faire. Parce que si nous ne le faisons pas, nous avons une conscience aiguë du fait que c'est pas Emmanuel Macron qui peut sauver la politique dans ce pays. Il l'a abîmé nos territoires, il a abîmé la relation que nous avions avec la République, il a une méthode verticale de fonctionner que tout le monde dénonce, mais il faut à un moment donné proposer une alternative. Ça sera notre objectif. Mais Olivier Nicolas, à chaque fois, on se rend compte qu'il y a des alliances qui se font pour faire barrage A ou pour essayer de se positionner. Mais est-ce qu'on voit que ça ne fonctionne pas? Est-ce que véritablement il y a un socle, il y a une vision commune, où il y a de la matière qui vous rassemble, que ce soit à gauche ou à droite? Ça fait trop longtemps. Est-ce que ces alliances-là portent, et est-ce que la population comprend aussi ce qui se passe exactement quand on se met ensemble? Vous faites comme si la gauche rassemblée n'a jamais gagné une élection. En réalité, depuis 40 ans, elle a gagné plusieurs fois les élections. Elle a gagné à chaque fois, d'ailleurs, en étant rassemblée. Et c'est une règle. Après Mais attendez, après, on gagne des élections, on a des bilans à la fois entre 81 et 95. Il y a eu des droits qui ont été accordés. La 5e semaine de congé, la retraite à 60 ans, l'abolition de la peine de mort. Enfin, vous voulez pas que je vous fasse le bilan des différentes expériences de la gauche au gouvernement? En 97, la CMU. Mais attendez, on est dans une période électorale. Laissez-nous développer notre programme. On gagne, on perd, mais c'est le peuple qui décide. On a gagné en 2012, perdu en 2015, en 2017, pardon. On n'a pas gagné en 2022, mais l'élection, il n'y a que deux solutions, on gagne ou on perd. Voilà. Il y a quelques partis qui sont très forts pour gagner à tous les coups. Mais en tout cas, nous, on ira avec notre programme, on ira avec notre rassemblement, on ira projet contre projet, il y aura des débats ici, je l'espère, dans les différentes circonscriptions. Et oui, les socialistes ont vocation à animer ce travail, ce rassemblement-là. Est-ce qu'il existera en Guadeloupe? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il existera dans les Outre-mer? Je n'en sais rien. En tout cas, le Front Populaire, ça sera notre volonté de créer une alternative politique. Vous ne pouvez pas nous reprocher de vouloir faire ça. Je ne vous reproche rien, Olivier Nicolas. Mais du coup, vous pouvez comprendre que je ne peux pas vous garantir que ça marchera. On va tout faire pour. On va tout faire pour redonner une plateforme politique et un axe politique, parce qu'aujourd'hui, il y a des périls qui sont devant nous. Au-delà du péril de l'extrême droite, il y a un péril climatique. Au-delà des difficultés dans lesquelles nous sommes dans un pays qui aujourd'hui s'appauvrit, dans un pays où le déclassement est une réalité. Eh bien, à tout ça, il faut répondre. La faute à qui? Mais quand vous dites la faute à qui, à ce moment-là, soit vous regardez avec une petite lunette et vous vous dites c'est ceux qui gouvernent depuis 7 ans. Vous pouvez regarder avec une plus grande lunette et dire que sur les 50 dernières années, tout le monde a échoué. Mais dans ces cas-là, on rentre tous chez nous et on donne ses clés comme vous proposiez au Rassemblement national. Est-ce que c'est ça la solution? Je n'y crois pas. En politique, vous devez être au combat. Vous devez défendre vos idées. Vous devez avoir un programme. En Guadeloupe, déjà,
Vous avez quand même une vraie difficulté. On est dans un pays où il y a de l'impuissance publique à tous les niveaux. Il n'y a pas un service public aujourd'hui qui fonctionne correctement. Et là, vous pouvez pareil dire la faute à qui ? Il y a des gens qui sont au pouvoir depuis 10 ans, il y en a d'autres qui étaient au pouvoir 10 ans avant. Il y a juste un moment où il faut qu'on fasse le bilan de ceux qui sont là, à un moment donné, quand même. Donc, moi, j'attends cette élection avec cette campagne. Elle sera courte, elle sera peut-être très localisée parce que ce sera effectivement très rapide et qu'on va essayer de localiser les choses au maximum pour éviter de trop ouvrir de sujets. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que les citoyens ont le droit d'avoir un débat éclairé sur les objectifs politiques de ceux qui les gouvernent, aussi bien localement, aussi bien que nationalement. Là, on vient d'avoir un débat escamoté sur les européennes. J'espère bien que le débat des législatives ne va pas être escamoté. Mais vous voyez déjà, on a un congrès qui va avoir lieu après-demain. Il n'aurait pas dû avoir lieu. On est en campagne, on n'a plus de députés. Ils vont venir là, ils ne sont pas députés. Ils ne sont plus députés. Ils n'ont plus la capacité de porter les résolutions qui vont être prises. On est dans une situation où vous aurez dans la salle des gens qui sont en campagne, officiellement, ceux qui viennent de vous dire qu'ils sont candidats, d'autres qui seront peut-être leurs adversaires. Ils seront dans le même larel, en train de discuter. Moi, je dis objectivement, ce congrès-là aurait dû être reporté. Quelle urgence il y a, là, dans les 3 semaines qui viennent, à donner l'impression qu'on enjambe encore une fois une élection. Quelle urgence il y a à faire débattre sur des résolutions ? On peut très bien le faire dans un mois. Pourquoi on ne le fait pas dans un mois ? Pourquoi on y va à marche forcée ? Pourquoi, soudainement, la collectivité unique et éventuellement 2-3 idées sur l'intercommunalité, sur le pouvoir normatif, pourquoi ça devient une urgence pareille alors que ça fait 10 ans qu'on est là-dessus, 20 ans qu'on est dessus ? Pourquoi on ne prend pas quelques semaines, quelques mois de plus pour réfléchir et faire mieux ? Ça vous dérange, messieurs, que ce congrès soit maintenu ? Non. Je pense qu'Olivier Nicolas devrait écouter plus souvent Pierre-Yves Chicot, qui est quelqu'un de très posé. Il se trompe parfois aussi. Il faut aussi apprendre à ne pas couper les personnes qui parlent. On est dans un débat. Bavarde, vas-y, je t'écoute. Non, vas-y. Il n'y a pas de problème. Donc, je te disais qu'il faut écouter les gens en dehors. Il ne faut pas s'écouter parler tout le temps, etc. Moi, je pense que nous sommes Guadeloupéens. Nous avons des enjeux guadeloupéens. Et ce n'est pas parce qu'un président de la République capricieux qui a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale va bloquer une réflexion entre Guadeloupéens. Il y a une réflexion. Alors, je ne suis pas absolument pour ce qui est un congrès, mais parce qu'un président a dissous l'Assemblée et que ce sont les problématiques nationales qui nous dépassent ici, on ne pourrait pas réfléchir à notre pays. Non, moi, ça ne me choque pas du tout qu'on puisse se réunir entre Guadeloupéens pour parler de problématiques guadeloupéennes. Nous ne sommes pas d'accord, mais on ne va pas se laisser tout le temps emporter par des contraintes nationales, de partis nationaux, des considérations qui ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, là, c'est la Guadeloupe. Et donc, si on parle de Guadeloupe avec des Guadeloupéens, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Et donc, pourquoi pas ce congrès ? On verra sur quoi il va déboucher. Parce qu'effectivement, par contre, je constate que les exécutifs ne sont pas tellement d'accord. On m'avait parlé de contrat de cohérence concertée, ça n'a pas l'air tout à fait cohérent tout ça. Bref, mais je ne suis pas pour qu'une décision nationale d'un président capricieux puisse venir interférer une réflexion entre Guadeloupéens. Max Mathiasin. Je ne partage pas le point de vue, bien entendu, d'Olivier sur cette question. Moi, je serais... Lequel, Olivier ? Olivier à proximité. Non, mon ami Olivier du groupe Lyot. Pourquoi ? Parce que l'avenir de la Guadeloupe, c'est quelque chose de profondément sérieux et pour lequel je me suis investi depuis longtemps. Il ne vous a pas échappé qu'à un moment, donc il y a à peu près 3 ans, j'étais candidat, je conduisais une liste pour les régionales et j'avais un projet pour la Guadeloupe. J'ai toujours prôné l'idée qu'il fallait que nous puissions faire peuple autour de quelque chose qui puisse nous rassembler. Nous rassembler parce que nous avons un destin commun, quelque chose à mettre en commun. Un peuple qui n'en a pas ne va nulle part. Et je serais très, je dirais, gêné d'être à la fois au Congrès et en campagne. Puisque vous venez de dire, Mme Boissette, que cette campagne sera courte. Ce sera une campagne coup de poing. Et moi, je sais par expérience ce qu'est une campagne électorale. Donc, nous serons au Congrès et nous serons en même temps en campagne, c'est-à-dire en train de nous organiser, sachant que... Mais donc, j'en ai fait part aux collaborateurs de Guy Losbar.
D'autant plus qu'effectivement, il y a cette dissension, ou ce dissensus entre les deux exécutifs. Et il faut parler clairement au peuple. Hein. Parce que la langue de bois, c'est ce qu'on nous reproche aussi. Et donc, quand on n'a pas le franc-parler, l'un disait qu'il fallait attendre, parce qu'il était urgent d'attendre et de proposer un projet pour la discussion des Guadeloupéens. Moi, je suis un économiste de formation. Je sais que j'aime la pédagogie. J'aimerais que tout le monde s'accapare ce projet, l'intègre, fasse circuler, que nous discussions, que nous créions de vrais débats. Et donc, je serai au congrès. Ce que vous dites, ça sera non, je répondrai de la division. Non, je ne dis pas que c'est le congrès de la division. Je réponds, mais si je suis invité au congrès, j'irai au congrès. Mais je ne peux pas venir vous dire ici que je serai tout à fait à l'aise dans un congrès où il y a une campagne électorale qui s'organise et il n'y a pas de députés, donc ça veut dire l'Assemblée nationale est dissoute. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus en capacité de travailler. Je ne sais pas, j'espère que je serai là, je fais tout pour ça parce que de toute façon, les Guadeloupéens ont reconnu mon abnégation et mon engagement. Mais on ne sait jamais. Par conséquent, j'aurais préféré, membre de la représentation nationale, que nous soyons très sereins à ce congrès qui engage l'avenir d'un peuple, l'avenir d'une jeunesse, l'avenir de nos agriculteurs, l'avenir simplement de notre culture et de notre identité. Merci. Rodi Tolassi, alors est-ce que vous serez candidat à ces élections législatives, notamment dans la 3e circonscription? Est-ce que vous me permettez de répondre aux précédentes questions que j'ai pu retenir? Bon, il faut reconnaître l'honnêteté intellectuelle d'Olivier Nicolas, de dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas une élection d'un homme, c'est une élection d'un gouvernement. Donc, est-ce qu'on veut réellement le gouvernement d'Emmanuel Macron? C'est la question qu'on se pose. Effectivement, oui, il y a une campagne qui a déjà démarré pour les législatives. Je conçois qu'individuellement, on veut être réélu. Ou individuellement, on est déjà en campagne. D'accord, non tact. Mais l'urgence aujourd'hui, c'est pas qu'on puisse dissoudre l'Assemblée et qu'on puisse retourner avec le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et ça, je reconnais cette honnêteté intellectuelle que la dissolution, ce n'est pas pour forcément un homme, c'est pour demain avoir un gouvernement. C'est cela, les députés. Aller faire en sorte qu'il y ait une majorité ou pas pour avoir un gouvernement, qu'il soit de droite, de gauche ou macroniste, peu importe. C'est cela aussi. Et c'est avant tout cela. Et c'est en jouant collectif qu'on peut le faire, pas individuellement. C'est en jouant collectif qu'on peut arriver à cela, avoir un gouvernement qui soit totalement opposé à celui d'Emmanuel Macron. C'est en jouant collectif. Donc je suis sur cette logique-là et je reconnais cette honnêteté intellectuelle, ne pas faire campagne pour une personne, mais parler d'une campagne pour un projet, pour un gouvernement. C'est toute la différence et moi je suis d'accord sur ce point-là. Aujourd'hui les enjeux sont là pour savoir quel gouvernement qui ira. Sur la question du congrès des élus, je vais vous dire les choses très clairement. Je n'ai jamais été un adepte de l'évolution institutionnelle statutaire, pas parce que ça poserait problème pour nous, mais parce que je pense que tous ceux qui viennent aujourd'hui nous vendent l'autonomie du territoire, la plupart n'ont pas de projet politique pour développer le territoire. Et on le voit avec un président du département qui s'empresse, qui essaie de presser tout le monde pour entrer dans un cadre ou dans un temps imparti, ou peut-être qu'on n'aurait pas des informations. Mais je pense que, pour moi, très sincèrement, je pense que l'urgence, la Guadeloupe a d'autres urgences que ce congrès. Et sur la question, si je serais candidat ou pas, en toute sincérité, j'ai été élu dimanche, il n'y a même pas un jour. Je n'ai même pas le temps de savourer ni la victoire ni le mandat. Hein. Même pas la victoire. Hein. Je n'ai pas le temps de savourer la victoire parce qu'on est déjà en train de préparer des législatives. Et moi, je suis chef de parti en Guadeloupe. Donc, il faut nous laisser le temps. Il y a une commission nationale d'investiture. Il y aura des responsabilités à prendre. Je peux vous dire que le mandat européen, ça n'a strictement rien à voir avec le mandat des députés européens. C'est un sacrifice de député national. C'est un sacrifice si vous y allez. Voilà. Que ce soit en termes de moyens, en termes d'envergure, c'est pas la même chose. Donc, il faut réfléchir. Il faut prendre son temps. Hein, ça ne fait pas 24 heures. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Je n'ai pas. Oui, mais on a quelques jours quand même. On a une machine, on sait faire campagne, ça, c'est pas un problème. Mais il y a deux choses qu'il faut retenir.
c'est l'élection d'un gouvernement. On va voter pour des députés qui vont mettre en place un gouvernement demain. Mais aussi, il faut retenir le fait que, à titre personnel, ça ne fait pas 24 heures que je suis élu. Donc laissez-moi le temps de savourer cela, de m'habituer avec le téléphone qui est rempli d'appels et de messages, et au moins pouvoir répondre. Avant de répondre à votre question, laissez-moi le temps quand même de pouvoir savourer la victoire et mettre en place aussi, je suis responsable de mouvement en Guadeloupe, mettre en place ces éléments pour faire cette campagne. Voilà. Ouais. Donc pour l'instant, vous ne savez pas encore ce que vous ferez. On a bien retenu qu'il faut... Personnellement, Madame Boissé, je viens de vous répondre. Laissez-moi savourer la victoire, c'est tout à fait normal. Mais si on vous le demandait, est-ce que vous serez prêt à y aller? Si on vous le demandait. En tant que responsable de parti, je m'engage à faire en sorte qu'il y ait des candidats partout du Rassemblement national. C'est un engagement. Dans chaque circonscription. Mais oui, nous voulons avoir un gouvernement Rassemblement national. Peut-être que tout le monde n'est pas d'accord. Qui, dans la 3e circonscription, pourrait porter cette mission-là? Je ne sais pas, on verra. On aura le temps de voir. Je dirais les choses clairement quand la décision sera prise. Je ne me suis jamais caché en politique. Hein. Jamais. Vous pouvez me faire confiance là-dessus. J'étais au Rassemblement national, je ne me suis jamais caché. Je ne fais pas comme certains, quand la réforme des retraites arrive, ils sont un coup pas Macron, un coup Macron, on ne sait plus où est-ce qu'ils sont. Moi, je suis RN, j'ai toujours affiché mes couleurs, j'ai toujours dit ce que je ferais. Voilà, aujourd'hui, je dois mener éventuellement une campagne des législatives sur 4 circonscriptions. Voilà. Donc, on s'y attelle à le mettre en place et on espère qu'on aura le succès escompté. Voilà, donc on en saura un peu plus après que Rodi Tolassi aura organisé tout cela et aura savouré sa victoire. J'ai l'impression que ce serait peut-être le plus important pour tout le monde de savoir si je suis candidat ou pas. Oui, ça l'est quand même. Oui. Mais l'important pour nous, c'est de savoir quel gouvernement qu'on met en face d'Emmanuel Macron. C'est le plus important pour moi. Donc il va falloir jouer collectif. Voilà, merci en tout cas. Vous serez tous à ce 18e congrès. Je n'ai même pas reçu d'invitation. Olivier Servard. Oui, Max Mathiazin. Vous aussi, Olivier Nicolas. En tant que collaborateur du groupe Pays Guadeloupe, je serai là. Mais je n'ai pas ni de mandat, ni de responsabilité. Les partis politiques, et c'est bien dommage, ne sont pas invités à intervenir en tant que tels. Je ne comprends pas pourquoi. Mais parce que... Voilà, pourtant, on était invité à la commission ad hoc. C'est n'importe quoi. Madame Boissé, oui. je vais donner une petite précision à la population. C'est une information importante. Il faut savoir que les parlementaires n'ont pas le droit de vote au Congrès. C'est-à-dire que nous assistons au Congrès, ce qui est une incongruité, sans avoir le droit, la possibilité de voter, pour un texte qu'on nous demande d'aller défendre à l'Assemblée nationale ou au Sénat. C'est absurde. C'est absurde. O News Radio sur outremernews.fr.